Merci beaucoup, Jean-Philippe, que tu as amorcé la discussion avec une vivacité dont on espère qu'on pourra profiter durant toute la séance, en nous rappelant par ailleurs que marxienne ou marxiste, en tout cas, ta lecture de l'histoire repose sur une sociologie de la domination tout de même assez ferme, sur laquelle on pourra également revenir. Et je passe tout de suite la parole à Katia Béguin pour un premier éclairage sur ce grand champ de réflexion autour de la genèse médiévale de l'État moderne. Merci Étienne et merci Patrick. Je vais essayer de ne pas redire plus mal que Jean-Philippe une partie des choses qu'il a déjà exprimées. Par chance, ma position moderniste m'amènera à un certain décalage, je pense. Je voudrais revenir sur la contribution de tout ce programme collectif sur la genèse de l'État moderne et la suite à quelque chose qui a correspondu à un basculement historiographique d'ensemble, alors tirant bien sûr vers l'histoire culturelle, mais aussi sur fond de constat des limites des grandes trames explicatives précédentes qui sont discutées côté histoire moderne, mais aussi côté histoire médiévale. La ligne directrice, je vais être plus clair, la ligne directrice des travaux de Jean-Philippe, qui est de comprendre effectivement l'acceptation des transformations, le consentement à ces dernières, s'inscrit dans une perspective qui est de saisir les dynamiques constitutives de cette histoire large du basculement de la féodalité vers l'État moderne et ce qui caractérise l'emprise de cette structure sociopolitique spécifique. Ce programme commence dans les années 1980, 90, 2000, qui sont d'une certaine manière celles où le concept d'État moderne, celui de Weber, est peu à peu miné, sapé, mis en cause dans ses grandes continuités et dans ses ces incarnations empiriques. La genèse de l'État moderne a été un projet qui rompait heureusement par son ambition comparatiste avec les débats habituels où on s'enferrait dans les avantages respectifs des différents régimes, de façon typique pour l'histoire moderne, la monarchie anglaise, surtout depuis qu'elle était devenue parlementaire et qu'elle avait une constitution, et l'absolutisme. C'est quelque chose qui sans doute affectait davantage les problématiques des historiens modernistes, mais qui était quand même une singulière limitation. Alors d'ailleurs, au passage, peut-être comme les étoiles qui, de loin, sont encore visibles, quand pour ceux qui sont tout près, on sait très bien qu'elles n'existent plus. C'est ce genre de débat, pourtant, qui a influencé fortement la nouvelle économie institutionnelle, les travaux de North, Weingast, etc., qui sont restés dans ce décalage, oubliant justement ignorant plutôt cette ouverture qui était permise par le programme. Justement, le point de vue de Jean-Philippe Jeunet était plus macro, si je puis dire, avec cette toile de fond, l'Europe occidentale, où la guerre est presque endémique du XIIIe au XIXe siècle, et dans une volonté justement de dépasser les cadres interprétatifs des histoires nationales, une définition, une épure de l'État moderne, qui n'était déjà pas weberienne, mais bien propre à Jean-Philippe, et une épure que j'ai moi-même beaucoup utilisée dans mes travaux, tant elle semblait justement juste. Il y parlait des pouvoirs standards de ce qu'était justement cet État moderne, une capacité à garantir la sécurité de l'État, celle des sujets, donc qui passait par un monopole de la justice et une force militaire spécifique, une fiscalité publique acceptée par la société politique, au-delà des formes du dialogue politique. C'est un point important avec cette société, ce dialogue servant à façonner justement le consentement. Et enfin, en considérant que cette société politique n'était pas forcément celle qui était assujettie au prélèvement fiscal. Et enfin, le point sur lequel il est revenu, c'est cette dimension territoriale supérieure à la cité, avec en tout cas un critère d'appartenance qui ne soit pas unique comme la bourgeoisie, telle qu'elle pouvait exister dans les villes, mais qui transcende la diversité des statuts.
Alors, c'est effectivement quelque chose qui a été rectifié, notamment Jean-Philippe Jeunet en parlait tout à l'heure. C'était quand même en décalage avec toute une série de croyances fortes qui étaient celles des historiens, et en particulier parce que cela reléguait dans une position périphérique les cités, qui étaient traditionnellement regardées comme les espaces sociopolitiques pionniers de l'innovation fiscale, mais aussi de la dette publique, alors en Italie ou dans les Flandres. Ça mettait à l'écart aussi la papauté, qui a été considérée comme un des prototypes des États tels qu'ils se sont développés à l'époque moderne. Je ne dis pas de l'État moderne, je suis devenue prudente. Et là aussi, a priori, les fédérations de cités, les pays singuliers comme les provinces unies n'étaient pas concernés. Alors évidemment, ça a été l'objet de débats d'autant plus vifs que la notion de modernité, par son ambivalence même, supposait que tout ce qui n'était pas inclus dans l'État moderne relevait donc de l'antonyme, pour ne pas dire de l'archaïsme, ce qui évidemment pouvait chagriner notamment les spécialistes de l'Empire ou les spécialistes des cités-États. Et il y avait cette ligne forte sur laquelle je vais revenir. Le moteur de la guerre dans la constitution d'une fiscalité publique avait une dimension plus englobante, et du coup le spectre des États modernes paraissait trop réduit par rapport à ce qu'embrassaient les questionnements. Donc, d'une certaine manière, cette modernité semblait introuvable ou simplement décernable dans un nombre d'États trop réduit. Et par rapport à ça, les perspectives de recherche ouvertes par l'idée d'État moderne se sont en effet accompagnées, en tout cas du côté des travaux des historiens modernistes et des travaux précisément sur ces questions du consentement à la fiscalité, se sont accompagnés de plusieurs déplacements. Il est vrai que l'indice de la modernité étatique n'étant pas l'existence d'une fiscalité qui est à la portée de n'importe quel État, même tyrannique si je puis dire, mais étant le critère du consentement qui permet l'institutionnalisation du prélèvement en même temps que celui de l'État, effectivement se produit, comme Jean-Philippe Jeunet l'a souligné, dans un moment très particulier qu'on peut qualifier de early moderne ou de féodalisme bâtard, ce moment où le caractère extraordinaire ou au moins transitoire de la fiscalité est quand même le socle commun de l'acceptabilité fiscale, on va le dire comme ça. Et c'est effectivement dans cet arc temporel, fin du Moyen-Âge au XVIe siècle, qu'il est particulièrement pertinent. On pourrait dire, un moderniste aurait beau jeu de dire par la suite, les souverains se sont quand même largement émancipés de la contrainte du consentement, mais précisément, ce serait une vision un peu courte, car la notion de dialogue politique, la notion de consentement et de société politique interdit de se restreindre, de restreindre cette compréhension aux seules structures consultatives bien visibles, les États généraux, etc., qui, effectivement, pour la France en tout cas, étaient particulièrement réunis dans cette période-là et qui ont été estompés ensuite. Effectivement, le dialogue politique prend des formes multiples et que l'on peut trouver dans les préambules des édits, dans les textes de loi, ou qui ne vise évidemment à convaincre ceux qui doivent enregistrer la loi et à les convaincre que la guerre est juste, la guerre est légitime, en particulier lorsqu'il s'agit de créer de nouveaux impôts. Mais aussi toutes ces structures de consultation que l'on peut trouver en Castille, que l'on peut trouver en Hollande, où effectivement les intermédiaires sont les villes, donc dans ce que Charles Tilly aurait appelé les cités-États par rapport aux grands États territoriaux. Cette multiplication des études à ce moment-là, où on traquait en quelque sorte les symptômes de l'État moderne, ont pris pour point d'observation le prélèvement et la redistribution, tout à fait dans la lignée d'une partie de ces travaux, pour saisir les modalités de l'acceptation de la taxation, de l'adhésion à l'ordre politique. Et là aussi, on déplaçait le point d'observation, je reviens un peu en arrière,
de l'action des souverains, de l'action unilatérale du centre, vers les interactions, les échanges, souvent mutuellement profitables, qui se nouaient entre gouvernants et gouvernés. Et c'est dans cette période que, de façon peut-être symptomatique, les historiens ont beaucoup travaillé sur les périphéries des États modernes, Bake pour le Languedoc, Collins sur la Bretagne, Swann pour la Bourgogne, pour mettre l'accent sur tout ce qui semblait être pas vraiment moderne, les voies latérales, les voies obliques du développement des États. Et c'est... alors, voie oblique à tous égards et qui, de fait... incite effectivement à réintégrer profondément les villes dans cette compréhension, l'un des grands consensus fiscaux majeurs qui transcendent les États, que ce soit les cités-États ou les grands États, avec une grande constance depuis justement la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est un consensus que je pourrais qualifier d'anti-redistributif et qui fait que dans les villes, dans les cités, on taxe les consommations, dans les cités et villes qu'on peut dire privilégiées. Alors, non que la taxation indirecte soit en soi forcément anti-redistributive, mais il se trouve que l'on taxe les consommations de base, pas les portes, les fenêtres ou les consommations de luxe, mais les denrées nécessaires pour le quotidien, le sel, le vin, l'huile, la bière, les poissons et les viandes. Et on taxe les citadins. Et c'est sans doute à cette échelle-là, d'ailleurs, que les contestations, ou les contestations en tout cas de ce consensus qui s'est fait avec les élites citadines, ont été le plus vives là aussi sur toute la période. D'autre part, ces limites ont été soulignées là aussi par rapport à un concept qui serait plus wébérien, c'est-à-dire on sort de la féodalité, on a une dépersonnalisation, une dépatrimonialisation. À l'inverse de ça, les historiens modernistes soulignaient que la construction étatique, l'État moderne, s'accommodait de formes diverses de patrimonialisation de la puissance publique ou de l'affermage de fonctions qui auraient dû relever de lui, comme la levée des taxes, même si ça avait l'avantage de réduire les coûts de collecte et qu'on comprenait effectivement pour quelles raisons c'était fait. On soulignait aussi les privilèges, ces privilèges dont auparavant on regardait du point de vue moderne l'existence comme une sorte de survivance, d'archaïsme venu des temps obscurs du Moyen-Âge. Et là, des historiens américains comme David Bien expliquent que non, c'est loin d'être un reliquat, justement, lointain de cette féodalité, un legs du Moyen-Âge. Une création permanente de l'État pleinement moderne, enfin en tout cas dans sa période chronologique, qui entretenait les particularismes juridiques, les exemptions, les privilèges. Donc c'était quelque chose qui était une dynamique et non pas quelque chose que l'on devait au passé, ces droits disparates. Si j'osais, je dirais qu'à ce moment-là, plus les médiévistes trouvaient notamment dans ce programme les moteurs de la modernité, dans les XIIIe et XVe siècles, et plus les modernistes décelaient d'archaïsme et de dynamique de repatrimonialisation, de négociation, d'exemption. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas un paradoxe, mais que je voulais souligner ici. En tout cas, au bilan de ces années qui sont effectivement celles pendant lesquelles ces programmes de recherche s'accomplissent, l'idée d'une marche vers la modernité portée par l'État, par une sorte d'instance autonome, victorieuse des dominations sociales anciennes, en lutte contre toutes les survivances obsolètes du privilège, ou épaulée sur le mode wébérien par une bureaucratie ou une proto-bureaucratie anonyme, compétente, ont été revisitées en profondeur, sinon révoquées en doute par toutes ces recherches. Et le bilan a été que le constat au fond, l'anachronisme foncier qui poussait à prêter à l'État moderne les attributs d'une souveraineté centralisée, capable d'imposer un régime fiscal unifié, non discriminatoire, ou d'imposer une juridiction qui soit unique sur tous les territoires qu'elle gouvernait, tous les droits des sujets. Alors, c'est Serge Epstein, dans un beau livre qui s'intitule Freedom and Growth, qui a, là aussi, à l'échelle européenne, c'est un ouvrage de 2001, dressé cette espèce de bilan sur les limites, justement, de cette modernisation de l'État. Alors, je vais terminer simplement, pour ne pas excéder le temps, sur
par rapport à ça, maintenant, cette constante qui est de comprendre l'acceptation, le consentement, l'intériorisation de la légitimité de l'État et de ses actions dans les vecteurs de l'IDL. Pour moi, quand j'ai découvert pour la première fois les programmes des vecteurs de l'IDL, j'avais oublié effectivement, je m'étais tellement servi des travaux de Jean-Philippe Jeunet en matière de fiscalité, qu'il y avait aussi tout ce champ justement du culturel derrière lui. Et à un moment donné, je me suis dit, mais que lui prend-il? Il fait du Patrick Boucheron. Et si j'avais continué à le penser, je me dirais qu'après tout, c'est justice si Patrick Boucheron aujourd'hui fait du Jean-Philippe Jeunet, en tout cas lui fait cette place. Alors, au-delà de cette plaisanterie, le déplacement du curseur ici est extrêmement intéressant parce que, en prenant la question de la légitimité, on a effectivement un type de partage dans la compréhension de l'évolution de l'État qui est analogue à celui qu'établissait Jean-Philippe Jeunet dans cette différence entre le fait d'imposer l'impôt et de pouvoir rendre cet impôt acceptable. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de voir une légitimité qui soit intériorisée et qui ne soit pas des légitimations ou d'autres formes de ce qu'on pourrait appeler la propagande. Alors, simplement, j'ai une question pour terminer, en compte tenu de ce bilan. Quand on associe les vecteurs symboliques, religieux, artistiques des transformations acceptées ou du façonnement du consentement des gouvernés, est-ce qu'on parle encore d'État moderne? Est-ce que, même avec un concept élargi, dilué, quand on évoque la captation de sacralité ou d'autres vecteurs de l'IDL, ou est-ce une manière de reléguer l'État moderne, au fond, au rang des inventions encombrantes, pour ne plus garder de l'État moderne finalement que la version schumpeterienne, c'est-à-dire l'État fiscal, tel que d'ailleurs certains historiens le définissent actuellement, l'opposant de façon un peu brutale à l'État qui serait plus domanial, c'est-à-dire celui d'avant l'impôt et sous-entendu évidemment plus médiéval dans sa périodicité. Voilà, je voulais terminer sur cette interrogation qui n'est pas polémique, mais qui m'amène à faire le constat de la porosité finalement de certaines notions qui sont utilisées de part et d'autre. Je vous remercie.